Présenté en grande pompe lors de l'E3 2017, Anthem a tout de suite attiré l'attention de la presse et des joueurs. Il faut dire qu'avec ses héros en armure capables de voler dans le ciel comme Iron Man, et une réalisation technique des plus alléchantes, Anthem est aussi le nouveau titre de BioWare. Les papas de Baldur's Gate, Star Wars Knights of the Old Republic, Dragon Age ou encore Mass Effect bénéficient d'une belle cote de popularité dans l'industrie du jeu vidéo, et ce malgré l'épisode Mass Effect Andromeda. Alors quand un tel studio entend donner sa version du Game as a Service et rivaliser avec les Destiny, Warframe et autres The Division, on est forcément très curieux de voir le résultat. Nous avons ainsi passé quelques jours à Edmonton dans les quartiers historiques de BioWare pour discuter d'Anthem et de ce qui a séduit tant de joueurs avant même les premières démos, son gameplay. À plus d'un titre, Anthem incarne une sorte d'anomalie dans l'histoire de BioWare. Jusque-là, le studio avait l'habitude de commencer ses projets en imaginant un monde, un univers, des personnages. Le gameplay venait plus tard. Pour Anthem, c'est presque l'inverse qui s'est produit. Après avoir délivré le dernier DLC de Mass Effect 3, les équipes de BioWare Edmonton se sont mis au travail, tandis que leurs collègues de Montréal posaient les premières lignes de code de Mass Effect Andromeda. La mission du studio principal ? Concevoir une nouvelle licence, une licence d'un nouveau genre pour le studio, comme nous l'expliquait Jonathan Warner, le réalisateur d'Anthem. Lorsque l'on a commencé à travailler sur Anthem, à la base, l'idée était de créer une expérience qui durerait plus longtemps. Vous pourriez rester plus longtemps dans un monde de BioWare et y jouer avec vos amis. On savait qu'il y avait des choses que l'on voulait faire, et on savait qu'on voulait faire ces choses différemment de ce que l'on avait déjà essayé sur Mass Effect et Dragon Age. C'était des modes de jeu séparés, et cette fois, on voulait que ce soit tout le jeu. Nous sommes alors en 2013 et des titres comme Destiny ou The Division ne sont pas encore sortis. Les développeurs de BioWare sont alors loin de se douter que partout à travers le monde, d'autres studios travaillent sur des concepts finalement assez similaires. Ce qui, en définitive, est autant un avantage qu'un handicap pour le studio. Les game designers peuvent énormément apprendre de ces jeux, mais ils doivent aussi passer après eux et payer les pots cassés de jeux qui cristallisent de nombreuses frustrations de joueurs. Les titres de Bungie et de Ubisoft ont autant de fans que de détracteurs. C'est intéressant parce que Anthem était déjà en développement avant la sortie de Destiny. Je crois que c'est en quelque sorte un exemple d'évolution convergente. Je suppose que maintenant on est influencé parce que vous êtes toujours influencé par ce qui existe déjà sur le marché à un certain degré. Mais nous travaillons là-dessus avant même que Destiny ne sorte. Ce que l'on a vraiment essayé de faire, c'est de raconter une histoire captivante pour des gens qui veulent s'amuser avec d'autres joueurs. Donc on s'est creusé la tête un moment pour essayer de comprendre comment on pouvait faire jouer des gens ensemble et leur donner la sensation de faire partie d'un groupe. Les sorties de tels jeux ont forcément bouleversé le développement d'Anthem, qui dès ses origines est envisagé comme un jeu-service régulièrement alimenté en contenu. Un jeu de tir dans lequel les joueurs se rassemblent pour triompher d'ennemis contrôlés par la machine et qui leur permettent de looter des nouvelles pièces d'équipement. Une recette désormais bien connue que BioWare devait faire sienne afin de tirer son épingle du jeu. Et très tôt, les développeurs ont eu des idées bien précises sur ce qu'ils voulaient apporter à leur nouveau bébé. C'est marrant, vous savez, parce qu'on regardait ce que faisait la concurrence et on s'est dit « Hey, comment on peut faire un jeu qui rentre là-dedans et qui fait quelque chose de vraiment unique ?» Et donc la première grande idée, ça a été l'idée de combat super-héroïque. Si vous êtes un super-héros, vous allez toujours de l'avant. Vous ne vous couvrez pas, vous plongez dans l'action et vous faites des trucs incroyables. Et donc on voulait avoir un but pour tout ça, tout en équilibrant avec quelque chose qui soit emprunté de réalité. Pour que vous puissiez vous le représenter, genre « Hey, si j'avais un exosquelette, je pourrais faire ces trucs super-héroïques incroyables. » Mais question, qu'est-ce qui, aux yeux des simples mortels que nous sommes, fasse suffisamment super-héros, sans que cela puisse casser le jeu, et fournisse une base de gameplay amusante? La réponse, BioWare la trouve dans les premiers mois de conceptualisation d'Anthem. Il faut que les personnages contrôlés par le joueur puissent voler. Voler, tout le monde aime ça, c'est même l'un des plus vieux rêves de l'homme. La raison pour laquelle on a choisi le vol, c'est que c'est au cœur du fantasme d'être un super-héros. Si vous voulez ressentir l'impression d'être un super-héros, qu'est-ce qui est le plus important ? Pouvoir voler.
la possibilité de pouvoir bouger très rapidement dans les environnements et voir les choses du point de vue d'un oiseau. Et plus généralement, bouger rapidement, c'est vraiment au cœur de ce qu'est le jeu. Donc, il fallait qu'on réussisse les phases de vol, on s'est énormément concentré là-dessus dès le départ. C'est quelque chose que l'on voulait dès le départ, mais on a lutté un moment avec ça, parce qu'on avait peur, nous aussi. Oh mec, ils vont passer à côté de tout ce super contenu. Mais dans un jeu de tir avec du loot, le joueur court après ses récompenses. Donc vous voulez vous arrêter, vous voulez de super combats, et il y a tellement de choses à découvrir. Vous pouvez voler au-dessus d'une étendue d'eau 1 million de fois, et puis décider « je vais aller voir ce qu'il y a là-dessous ». Et donc vous descendez sous l'eau, et vous pourriez y découvrir une grotte très cool, ou un donjon complet. Donc il y a toujours quelque chose d'intéressant et de mystérieux à découvrir. Seulement voilà, la capacité de voler est extrêmement dangereuse dans un jeu vidéo, car à tout moment, le joueur peut s'en servir pour casser les niveaux en quelque sorte. Il peut sortir des limites virtuelles imaginées par les level designers, ou s'en servir pour éviter certaines zones où l'attend un combat important et la récompense qui va avec. Les équipes dédiées au combat, au level design et au mission design ont dû travailler main dans la main pour être certain de créer une fonctionnalité de vol qui soit amusante et qui soit sans risque pour le jeu. Yeah. So many problems. Tellement de problèmes. On a eu de nombreuses conversations sur pourquoi pas empêcher le vol lors des combats. On a fait ça, mais c'était assez nul parce que voler c'est vraiment cool, vous avez envie de voler. Après on a pensé à des créatures qui sont incapables d'attaquer à distance. Mais que se passe-t-il alors à ce moment-là si jamais vous volez? Et ça crée des comportements de créatures où le simple fait de voler et de flotter vous faisait gagner instantanément. Donc on a dû mettre des limitations sur la durée maximale du vol pour que le jeu fonctionne. Il a fallu beaucoup d'itérations sur les créatures et leurs comportements. On leur a donné plus de portée, on leur a donné des moyens de vous faire dégager du ciel, de telle sorte que vous soyez obligé de réfléchir et de jouer de manière plus tactique. Je crois que le vol est l'une des grosses choses qui nous mettent à part, parce que cela nous permet vraiment de penser le monde d'une façon différente. Plutôt que de penser à l'espace de jeu comme une surface plate, vous le pensez comme un gros volume, parce qu'il vous permet d'aller dans tous ces espaces, en haut et en bas. Donc le gameplay de chaque instant devient beaucoup plus intéressant. Vous êtes toujours en train de faire de petits choix, comme vers où vais-je voler, comment vais-je aller là-bas. Et donc oui, cela nous met à part. Car outre ces phases de tir, Anthem insiste énormément sur l'exploration. Cette exploration et le plaisir de découvrir le monde imaginé par BioWare fait partie intégrante du gameplay du jeu, ce qui le rapproche plus facilement des précédents titres du studio, ou de jeux comme The Legend of Zelda Breath of the Wild, plutôt que de Destiny de The Division. Un point très important pour le réalisateur du jeu qui sait que l'exploration ne doit pas être vécue comme une contrainte. Au contraire, elle doit exciter la curiosité du joueur et le pousser à aller toujours plus loin. Avoir quelque chose d'intéressant et de spécial partout où un joueur peut aller, c'est un très gros challenge, c'est vraiment dur. Une part du challenge, ou de la récompense pour les explorateurs, c'est quand vous voulez aller quelque part, c'est d'abord de les récompenser avec une superbe vue et faire en sorte qu'ils soient satisfaits d'un point de vue esthétique. Il faut qu'il soit « Waouh, c'est joli, il y a une belle vue, c'est élégant ». Il faut être capable de poser quelques éléments d'histoire là, dans le monde. Que ce soit un javelin complètement explosé au sommet d'une montagne, ou que le joueur pense « Waouh, qu'est-ce qui est arrivé ici? Comment ce mec est arrivé là ?» Et on vous donne une petite récompense. Vous pouvez récupérer quelques pièces sur cette épave, c'est une chose, ou un coffre à trésor, ou un morceau de l'or. C'est ce que l'on essaie de faire. Marc Dara, notre producteur exécutif, appelle ça des câlins de designers. Quand vous réussissez à atteindre un endroit intéressant, qu'il soit haut perché ou sous terre et mystérieux, vous savez qu'un designer est passé par là et a préparé quelque chose d'intéressant pour vous. Dans le premier tiers du développement d'Anthem, les créateurs ont accouché du concept de javelin, des exosquelettes qui fourniraient aux joueurs la capacité de résister à l'environnement extrêmement dangereux dans lequel il doit évoluer. Puisant largement dans son passif de créateur de RPG, BioWare a inventé les 4 classes de javelin, affinant avec le temps une formule qui n'a connu son allure actuelle que très récemment, courant 2016. Le maître mot, flexibilité. Les différents javelins doivent permettre aux joueurs de s'amuser en fonction de leur style de jeu mais aussi de leurs envies.
C'est d'ailleurs pourquoi, entre deux missions, il est très facile de passer d'une armure à l'autre, à l'inverse d'un Destiny par exemple, dans lequel le joueur doit constamment assurer le level up de ses différents gardiens. Les javelins sont là depuis longtemps, mais ils ont évolué avec le temps. Par exemple, le colosse est celui qui est le plus proche de ce à quoi ressemblaient les javelins lorsqu'ils sont nés. Ce que l'on a fait, c'est attacher chaque javelin à l'une des factions qui existent dans ce monde. On a imaginé le système de classes des javelins en les reliant aux classes traditionnelles des RPG pour commencer. D'une certaine manière, ça a été le point de départ. Donc le colosse serait un genre de barbare, le commando serait plutôt un combattant standard et le tempête serait un mage, l'intercepteur serait un rogue ou un ninja. En partant de cette base et en sachant que les joueurs ont des motivations différentes, des raisons différentes, pourquoi ils veulent faire ces choses, il faut créer un certain feeling pour ces joueurs. Vous avez mentionné le style, un jeu de tir à loot, c'est la philosophie ici. Et on pense que ce qui est important, c'est la customisation du style de jeu, de manière à ce que vous puissiez jouer de différentes façons. La première chose ici, c'est que l'on voulait s'écarter des rôles définis, afin qu'il n'y ait pas un tank, un support, un DPS, un healer, etc. On voulait que les javelins aient tous des thèmes, donc le colosse est celui qui est lourdement protégé, c'est le moins agile et il a une grosse puissance de feu. Mais si vous voulez jouer un colosse à distance, c'est tout à fait possible. Des équipements le permettent, comme le mortier et le railgun qui vous permettent de jouer plus loin et que vous pouvez utiliser comme un fusil. Ou alors vous pouvez jouer un colosse de combat rapproché. Vous pouvez utiliser le lance-flamme, vous pouvez utiliser votre spirale de choc, vous pouvez utiliser votre fusil à pompe, etc. Et c'est une philosophie très importante. Et en faisant ça, on se demande comment construit-on assez de toutes ces variantes pour que vous puissiez avoir différents styles de jeu. Les designers ont ainsi conçu de nombreuses armes, des dizaines de gadgets pour venir équiper chacun des javelins du jeu. L'idée est d'offrir suffisamment de possibilités pour que les joueurs y trouvent leur compte en fonction de leurs envies, de leur façon de jouer ou plus simplement du challenge qui se trouve face à eux. Car Anthem est un jeu coopératif dans lequel les joueurs doivent se serrer les coudes pour vaincre, et c'est en combinant leurs attaques que les javelins délivrent toute leur puissance. BioWare espère qu'ainsi le jeu révélera une profondeur et une richesse qui n'existent pas chez la concurrence. Ce que l'on a cherché à faire avec nos javelins, c'est de créer un système qui permette liberté et flexibilité plutôt que ce soit ok, tu es le tank, tu es le DPS et tu es le healer, ce genre de choses. Plutôt que d'avoir une structure rigide de ce genre, on voulait quelque chose de plus fluide pour que vous puissiez jouer à votre manière. Donc on a imaginé le système de combinaison avec les primaires et les détonateurs. Si on joue en équipe, disons que je suis le tempête, alors ce que je vais essayer de faire, c'est de préparer tout le monde pour de bonnes opportunités de combo. Donc je vais choisir des pouvoirs d'électricité et de glace, parce qu'ils préparent les ennemis pour des combos. Dans une équipe, le commando et le colosse vont pouvoir faire de gros combos. De la même manière que pour la création des javelins, nous voulons simplement beaucoup de variété. On pense que la profondeur de ce jeu, surtout pour les joueurs qui voudront y jouer pendant des centaines d'heures, viendra du fait de chercher le meilleur build et de cette façon unique de jouer. Et ça c'est vraiment intéressant seulement si vous avez beaucoup d'options. S'il n'y a que 3 choix, alors tout le monde joue l'un de ces 3 choix. Et c'est là, je crois, que la profondeur du système de loot va vraiment compter. Parce que de cette manière, vous allez vouloir chercher les builds les plus intéressants, ceux qui ont des synergies les uns avec les autres. Par exemple, on a un build avec le commando, avec lequel il existe un objet qui fait que lorsque vous planez, les cooldowns sont réduits de moitié. Si vous utilisez un lance-roquette, il buffera les dommages de votre roquette de 50%. Donc je plane, les cooldowns de mes équipements sont réduits de moitié, j'utilise ma roquette, et le missile fait 2 fois plus de dégâts. Ça crée un style de jeu pour vous. Ensuite, vous voulez récupérer de nouveaux équipements pour votre javelin qui vont vous permettre de flotter plus longtemps, parce que lorsque vous flottez, vous êtes super puissant. Donc vous construisez un build qui va vous permettre de planer plus longtemps. Vous l'aurez compris, côté gameplay, Anthem mise beaucoup sur son vol et la variété de combinaisons d'armes et d'équipements qu'il offre aux joueurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus que cela dans le jeu, à commencer par un univers intriguant et une histoire que BioWare veut à la hauteur de son prestigieux passé. Nous vous en reparlerons dans de prochains reportages.
car rappelons-le, nous avons encore un peu de temps avant la sortie d'Anthem, attendue sur Xbox One, PlayStation 4 et PC le 22 février prochain.